Du rêve à l'icône, une légende se forge. Certaines histoires sont si incroyables qu'on ne pourrait pas les inventer. Elles naissent d'un mélange parfait d'ambition, de frustration et d'une bonne dose d'entêtement pur et dur. L'histoire de Lamborghini en fait partie. Il ne s'agit pas seulement de construire des voitures, non, il s'agit d'un homme, d'un rêve et d'une dispute légendaire avec le nom le plus célèbre de l'automobile. C'est l'histoire de la façon dont le fils d'un agriculteur, un magnate du tracteur, a décidé qu'il pouvait construire une meilleure voiture de sport qu'Enzo Ferrari lui-même. C'est une histoire de génie mécanique rencontrant le flair artistique, donnant naissance à certaines des machines les plus extravagantes et désirables jamais vues sur nos routes. C'est l'histoire secrète de Lamborghini, révélée. Notre voyage ne commence pas dans un studio de design élégant ou sur une piste d'essai à grande vitesse, mais dans les champs fertiles de l'Italie d'après-guerre. C'est une période de reconstruction, d'innovation et d'immense fierté nationale. Dans ce paysage, un homme a vu une opportunité. Non pas pour construire des supercars, pas encore. Sa vision était plus pratique, plus terre-à-terre. Il voulait mécaniser l'agriculture italienne. Son nom était Ferruccio Lamborghini. Avant le rugissement des moteurs V12, il y avait le grondement des tracteurs. Des tracteurs fiables, puissants et construits à partir des restes de guerre réutilisés. C'est là que la légende commence vraiment, avec un homme qui comprenait la machinerie de fond en comble et qui n'avait pas peur de se salir les mains. Cet essai va lever le voile sur le mythe Lamborghini. Nous irons au-delà des posters sur les murs des chambres et des notes d'échappement tonitruantes. Nous découvrirons l'histoire humaine qui en est le cœur. Nous explorerons l'esprit de Ferruccio, un homme poussé par une quête incessante de la perfection. Nous serons témoins du moment charnière, du choc légendaire des titans, qui a déclenché la création d'une dynastie automobile. Nous suivrons l'évolution d'un simple rêve, d'un meilleur embrayage, à la naissance d'icônes comme la Miura et la Countach, des voitures qui n'ont pas seulement enfreint les règles, mais les ont déchirées et incendiées. C'est la promesse d'un documentaire en mots. Le thème central est simple mais profond. Comment la vision d'un homme se transforme-t-elle en un symbole mondial de luxe, de puissance et de style sans complexe? C'est une question qui nous emmène des ateliers poussiéreux au monde glamour des salons automobiles internationaux. Nous verrons comment Lamborghini a forgé son identité non seulement en opposition à ses rivaux, mais à travers une philosophie unique de design audacieux et d'excellence en ingénierie. Ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est une exploration de ce qui se passe lorsque la passion rencontre le pouvoir et qu'un rêve, contre toute attente, devient une icône. Préparez-vous à la vraie histoire, celle qu'on ne vous raconte pas toujours. L'homme derrière la machine. Avant que le taureau enragé ne devienne un symbole d'excès automobile, il y avait l'homme. Ferruccio Lamborghini. Né en 1916, il n'est pas né dans la richesse ou le privilège. Il était le fils de viticulteur d'un petit village près de Bologne. Dès son plus jeune âge, il était clair que les intérêts de Ferruccio ne résidaient pas dans la terre, mais dans l'acier et la graisse des machines agricoles. Il était fasciné par les moteurs, par la façon dont les choses fonctionnaient. Il passait des heures à bricoler, à démonter les choses et à les remonter, souvent avec des améliorations. Ce n'était pas seulement un hobby, c'était une obsession, une vocation qui allait définir le reste de sa vie et façonner l'avenir de la supercar. Son éducation mécanique formelle est venue d'un institut technique à Bologne, mais sa véritable école était le monde lui-même. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été enrôlé dans l'armée de l'air royale italienne et a servi comme mécanicien sur l'île grecque de Rhodes. Là, il est devenu un maître de l'improvisation. Il était connu comme un magicien des moteurs, capable de faire fonctionner des véhicules et des avions avec des pièces limitées et une ingéniosité pure. Cette expérience a été inestimable. Elle lui a appris non seulement à réparer les choses, mais aussi à comprendre profondément les systèmes, à trouver leurs faiblesses et à les rendre plus solides. Ce fut un baptême du feu qui a forgé un esprit d'ingénieur brillant et pratique. Après la guerre, Ferruccio est retourné dans une Italie qui avait désespérément besoin de reconstruction. Il a vu un pays qui avait besoin de se remettre au travail, et pour cela, il avait besoin de machines. Plus précisément, il avait besoin de tracteurs. Utilisant ses compétences acquises à l'armée, il a commencé à convertir les véhicules militaires excédentaires en équipements agricoles indispensables. Ces premiers tracteurs ont été construits dans un petit garage, assemblés à partir de moteurs de camions Morris et de pièces militaires excédentaires ARAR. Ils étaient ingénieux rudimentaires, mais ils étaient efficaces et, surtout, abordables pour les agriculteurs locaux.
C'était la fondation de son premier empire, Lamborghini Trattori, qu'il a fondé en 1948. L'entreprise a été un succès retentissant. Ce succès a permis à Ferruccio de s'adonner à son autre passion, les voitures rapides. Il en possédait une écurie, y compris des Alfa Romeo, des Maserati et, bien sûr, des Ferrari. C'était un industriel riche, un self-made man qui jouissait des fruits de son travail. Mais c'était aussi un mécanicien dans l'âme. Il conduisait ses voitures avec acharnement et, plus important encore, il les comprenait. Il les trouvait rapides et belles, mais aussi fragiles, bruyantes et souvent mal construites. Les embrayages, en particulier, étaient une source constante de frustration. Il savait, avec la certitude d'un homme qui avait construit un empire à partir de ferraille, qu'il pouvait faire mieux. Cette conviction allait le mettre sur une trajectoire de collision avec le destin. Section 4. Une passion pour la vitesse, une frustration face aux défauts. Grâce à l'immense richesse générée par son empire de tracteurs, Ferruccio Lamborghini pouvait enfin se permettre de s'adonner à son amour des voitures rapides et magnifiques. Il est devenu un collectionneur. Il est devenu un pilote prolifique. Son garage, une encyclopédie de l'élite automobile italienne. Alfa Romeo, Lancia, Maserati, plusieurs Ferrari. Il aimait la vitesse, il aimait le style, il aimait le frisson. Il vivait le rêve italien, conduisant les plus belles sportives. Pas seulement propriétaire, un passionné qui conduisait fort et vite. Cependant, Ferruccio était d'abord un mécanicien et ensuite un client. Son œil d'expert commença à remarquer des choses, brutes et excitantes, fragiles et peu raffinées pour leur prix. Elles étaient bruyantes. Elles étaient inconfortables sur les longs trajets. Elles nécessitaient un entretien constant et coûteux. Selon lui, c'était essentiellement des voitures de course réaffectées, pas des voitures de grand tourisme correctement conçues. Les intérieurs étaient souvent basiques. La qualité de fabrication pouvait être incohérente. Cela offensait profondément sa sensibilité d'homme qui avait bâti sa propre fortune en produisant des machines fiables et de haute qualité. La plus grande source de sa frustration était l'embrayage. Il a constaté que les embrayages de ses Ferrari, en particulier, étaient faibles et tombaient souvent en panne sous le stress d'une conduite fougueuse. Il les faisait constamment réparer à l'usine de Maranello, un processus à la fois coûteux et long. Un jour, après une nouvelle panne d'embrayage sur sa Ferrari 250 GT personnelle, sa patience a finalement craqué. Étant l'homme pratique qu'il était, il a ramené la voiture à sa propre usine de tracteurs pour démonter lui-même l'embrayage et la boîte de vitesse problématique. Ce qu'il a découvert l'a choqué et exaspéré. À son grand étonnement, il a découvert que l'embrayage utilisé dans son incroyablement cher Ferrari était essentiellement la même unité commerciale qu'il utilisait dans certains de ses propres tracteurs. La seule différence était que la pièce Ferrari coûtait 10 fois plus cher. Pour Ferruccio, c'était inacceptable. C'était une confirmation de ses soupçons. Ces voitures de sport prétendument d'élite n'étaient pas aussi bien conçues qu'elles auraient dû l'être. Il savait, avec l'absolue certitude d'un maître mécanicien et d'un industriel prospère, qu'il pouvait construire un meilleur embrayage. Et s'il pouvait construire un meilleur embrayage, pourquoi pas une meilleure boîte de vitesse? Un meilleur moteur? En fait, pourquoi ne pas construire une meilleure voiture tout court? La graine d'une idée révolutionnaire avait été plantée. Section 4, la confrontation légendaire. Armé de sa Ferrari modifiée et de la preuve irréfutable, Ferruccio Lamborghini se sentit obligé d'agir. Il n'était pas juste un client mécontent de plus. C'était un autre industriel, un homme qui croyait en la qualité et le respect professionnel. Il estimait qu'Enzo Ferrari, en tant que chef de l'entreprise, devait être mis au courant du problème. Alors, il a organisé un rendez-vous. Ferruccio a conduit sa Ferrari 250 GT, qui fonctionnait parfaitement, jusqu'à Maranello pour parler à Il Commendatore en personne. Cette scène est l'un des moments les plus mythifiés de l'histoire de l'automobile. Le roi des tracteurs rencontrant le pape du sport automobile. Les récits de ce qui s'est passé ensuite varient, mais l'essence de la rencontre est incontestée. Ferruccio, un homme direct et franc, a expliqué les problèmes qu'il avait rencontrés avec l'embrayage. Il a détaillé ses découvertes après avoir inspecté la pièce et a décrit la solution supérieure qu'il avait conçue dans sa propre usine. Il l'a présentée comme une critique constructive, un capitaine d'industrie parlant à un autre. Il pensait qu'Enzo apprécierait les commentaires d'un client bien informé et passionné. Il s'attendait à une discussion professionnelle sur l'ingénierie, la qualité et la manière d'améliorer le produit. Il n'aurait pas pu être plus dans l'erreur. Enzo Ferrari était un homme notoirement fier et arrogant.
Il avait bâti la réputation de sa marque sur les circuits et considérait ses voitures de route principalement comme un moyen de financer son obsession de la course. L'idée qu'un client, même un riche industriel, oserait critiquer son ingénierie était impensable. Et que cette critique provienne d'un simple fabricant de tracteurs était une profonde insulte. Enzo a écouté les arguments de Ferruccio avec une impatience et un dédain croissant. Il ne voyait pas un père offrant des informations précieuses. Il voyait un agriculteur parvenu qui n'avait pas sa place à lui faire la leçon sur les automobiles de haute performance. La réunion a rapidement dégénéré en une vive dispute. Enzo Ferrari, avec son attitude notoirement méprisante et impérieuse, a rabaissé Ferruccio. Les mots exacts sont perdus dans la légende, mais le message était brutalement clair. « La voiture va bien », aurait dit Enzo. « Le problème n'est pas la voiture, mais le conducteur. » Il a ensuite ajouté l'insulte la plus célèbre et la plus fatidique de toutes. Lamborghini, vous savez peut-être conduire un tracteur, mais vous ne saurez jamais manier une Ferrari correctement. Tenez-vous-en à vos tracteurs. Il a congédié Ferruccio sans ménagement, lui disant de retourner construire son matériel agricole et de laisser le commerce des voitures de sport à ceux qui savaient ce qu'ils faisaient. Section 5. Le vœu. Je construirai ma propre voiture. Ferruccio quitta le bureau d'Enzo Ferrari dans un état de rage froide et calculée. Il avait été insulté, il avait été rejeté, il avait été humilié. L'arrogance d'Enzo Ferrari était stupéfiante. Se faire dire de s'en tenir au tracteur par un homme dont les voitures étaient défectueuses, une insulte intolérable. Pour un homme fier, parti de rien, un affront personnel profond. Le trajet de retour de Maranello à Cento, un tourbillon de colère et de détermination. Les mots méprisants résonnaient, mais n'ont pas brisé son esprit. Ils ont allumé un feu, une étincelle qui déclencha une révolution. Dans ce moment de fureur, une décision fut prise. Si Enzo n'écoutait pas, Ferruccio construirait lui-même la vraie GT. Il montrerait à Enzo et au monde entier ce qu'un vrai GT devrait être. Elle serait plus rapide, elle serait plus belle, elle serait plus fiable, elle serait plus confortable. Il ne se contenterait pas de réparer l'embrayage. Il construirait une voiture entièrement nouvelle, de A à Z. Une voiture qui porterait son propre nom. Le défi avait été lancé. Ferruccio le releva à pleine main. Sa colère cristallisée en un plan clair et audacieux. Il déclara à ses ingénieurs stupéfaits « Je construirai ma propre voiture ». Ce n'était pas une menace, c'était un vœu. Il mit immédiatement en mouvement ses immenses ressources et sa puissance industrielle. C'était une entreprise monumentale. Il entrait dans un monde dominé par des légendes. Il restait inébranlable. Son objectif, créer la Grande Turismo parfaite, une supercar à moteur V12. Qualité, innovation, ingénierie robuste. Le taureau enragé était sur le point d'être déchaîné. Ce fut le moment charnière, le point de non-retour. Sans l'arrogance d'Enzo, peut-être pas de Lamborghini. L'insulte transforma Ferruccio de client frustré en concurrent direct. Il ne serait plus seulement le roi des tracteurs. Il deviendrait un créateur de rêves automobiles. Il acquit des terrains pour une usine ultra-moderne à Sant'Agata Bolognese, à quelques kilomètres de Ferrari. Il commença à débaucher les plus brillants talents d'ingénierie. Il commença à débaucher les plus brillants talents de design. La guerre avait commencé. Ferruccio Lamborghini allait construire sa voiture, et elle allait être magnifique. Première partie. L'usine de rêve à Sant'Agata. Poussé par l'insulte d'Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini n'a pas perdu de temps pour transformer sa promesse en réalité physique. Il savait que pour construire une voiture supérieure à une Ferrari, il lui fallait une usine tout aussi supérieure. Fin 1962, il a acheté un grand terrain à Sant'Agata Bolognese. L'emplacement a été choisi avec une précision stratégique. Il n'était qu'à 27 km de son usine de tracteurs de Cento, ce qui facilitait la supervision logistique. Et, plus important encore, il était à 2 pas de Maranello. C'était un acte de défi délibéré, plantant son drapeau directement dans le jardin de son rival. Il n'allait pas se cacher dans l'ombre. Il construisait son nouvel empire à la vue de tous. La construction de la nouvelle usine Automobili Lamborghini a commencé début 1963. Elle a progressé à un rythme effréné. Ferruccio a été personnellement impliqué dans chaque détail de sa conception et de son aménagement. Ce n'allait pas être un atelier sombre et graisseux. Il a imaginé une installation au pôle opposé des vieilles usines, immense, moderne, brillamment éclairée. Un espace propre et organisé, reflétant précision et qualité. Le bâtiment principal était une structure massive, avec un bloc de bureaux vitrés directement attaché à l'atelier de production.
Cette conception manifestait physiquement la philosophie de Ferruccio. En plaçant les bureaux face à la zone d'assemblage, il a éliminé la séparation entre penseurs et constructeurs. Les ingénieurs pouvaient se rendre directement sur le site pour résoudre un problème. La direction pouvait voir les voitures prendre forme sous leurs yeux. Cela a favorisé une culture de collaboration et de retour d'informations immédiat. Ferruccio voulait que toute son équipe soit unie par un seul objectif: construire le meilleur grand tourisme du monde, des concepteurs aux mécaniciens. L'usine elle-même a été conçue pour atteindre cet objectif. Incroyablement, l'installation a été construite en moins d'1 an. Alors que le béton séchait, Ferruccio travaillait déjà d'arrache-pied pour assembler l'équipe. L'usine était le corps, mais il devait maintenant trouver l'âme. Il savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. Les meilleurs esprits de l'industrie automobile italienne. De jeunes talents brillants, affamés et ambitieux. Peut-être contraint par les anciennes façons de faire de Ferrari ou Maserati. Il a entrepris de débaucher une équipe de rêve d'ingénieurs et de designers. Section 2. Rassembler l'équipe de rêve. Alors que son usine prenait forme, la tâche suivante, et la plus critique, de Ferruccio était de recruter les talents pour créer sa voiture. Il avait besoin d'un moteur, d'un châssis, d'une carrosserie, et il avait besoin des meilleures personnes pour concevoir chacun d'eux. Pour le cœur de sa machine, le moteur, il s'est tourné vers un homme qui était déjà une légende, Giotto Bizzarini. Bizzarini était un brillant ingénieur qui avait notamment dirigé le développement de la Ferrari 250 GTO. Il avait quitté Ferrari après la révolte des palais de 1961-1, ce qui en faisait un agent libre avec un point à prouver. Ferruccio lui a donné un cahier des charges simple, mais incroyablement ambitieux: concevoir un moteur V12 pour une voiture de route qui serait supérieur à celui de Ferrari. Bizzarini, un homme qui vivait et respirait la course, s'est mis au travail avec enthousiasme. Il a conçu un magnifique V12 de 3,5 litres avec 4 arbres à cames en tête, 2 par banc, une caractéristique généralement réservée aux moteurs de course. Contrairement à la conception à un seul arbre à cames par banc utilisé par Ferrari. Ferruccio avait promis à Bizzarini un bonus pour chaque cheval vapeau que son moteur pourrait produire de plus que le V12 de Ferrari. Lors des essais, le prototype de moteur a démarré en hurlant, produisant une puissance étonnante de 360 chevaux à 9000 tours par minute. C'était un véritable moteur de course. Bien que Ferruccio ait été impressionné, il a insisté pour qu'il soit dégonflé pour un usage routier, afin d'améliorer la fiabilité et le couple, aux grandes dames de Bizzarini. Le moteur était un chef-d'œuvre, le cœur parfait pour son Challenger. Pour le châssis, Ferruccio a embauché 2 jeunes ingénieurs prometteurs, Gianpaolo Dallara et Paolo Stanzani. Dallara, qui allait plus tard fonder sa propre légendaire entreprise de voitures de course, a été chargé de concevoir un cadre sophistiqué et robuste. Il a développé un châssis en tube d'acier à section carrée, plus solide et plus facile à fabriquer que les cadres en tube rond utilisés par Ferrari. La voiture devait également avoir une suspension entièrement indépendante sur les 4 roues, une caractéristique visant à offrir une tenue de route et un confort de conduite supérieur, répondant directement aux critiques de Ferruccio concernant les voitures de son rival. Cette concentration sur l'ingénierie avancée des voitures de route était une nette rupture avec la mentalité « course avant tout » qui prévalait à Maranello. Avec le moteur et le châssis en cours, la dernière pièce du puzzle était la carrosserie. Ferruccio avait besoin d'un design élégant, moderne et distinctement italien, mais pas une copie de quoi que ce soit d'autre. Il a approché plusieurs des célèbres carrossiers italiens. Il a finalement confié le style de son premier prototype à un jeune designer relativement inconnu nommé Franco Scaglione, qui travaillait alors avec Carrozzeria Sargiotto. Le cahier des charges était de créer une grande Turismo à l'allure puissante et sophistiquée, une voiture pour un gentleman exigeant, pas un jeune voyou. Cette équipe de brillants esprits, soigneusement sélectionnée et travaillant à une vitesse fulgurante, était maintenant prête à créer la toute première Lamborghini. Avec la 350 GT et sa successeur, la 400 GT, Lamborghini s'était solidement établi comme un constructeur de superbes voitures de grand tourisme. L'entreprise était rentable, respectée et avait prouvé son point au monde, et plus spécifiquement à Enzo Ferrari. Ferruccio Lamborghini était satisfait. Il avait créé la voiture GT parfaite, rapide, confortable, fiable. Dans son esprit, la formule était complète. Il n'avait aucun intérêt pour le monde inconstant et coûteux de la course automobile, ni pour la construction de voitures radicales et peu pratiques à moteur central.
Son jeune équipe d'ingénieurs, cependant, avait d'autres idées. Gianpaolo Dallara, Paolo Stanzani, Bob Wallace. Après les heures de travail, loin des regards indiscrets de leur patron, ce trio d'esprits brillants commença à travailler sur un projet secret. Ils étaient captivés par le succès des voitures de course à moteur central, comme la Ford GT40 et la Ferrari 250 LM. Ils rêvaient d'appliquer cette configuration, qui plaçait le moteur derrière le conducteur mais devant l'essieu arrière, pour une répartition optimale du poids, à une voiture de route. Ils esquissèrent un châssis, nom de code P400. C'était un cadre bas, large, agressif, conçu pour accueillir un moteur V12 monté non pas longitudinalement, mais transversalement, de côté, pour gagner de la place. Ils savaient que Ferruccio rejetterait probablement l'idée comme étant trop extrême. Alors, ils travaillèrent en secret, développant le concept pendant leur temps libre. Quand ils ont finalement senti que le design était suffisamment solide, ils le présentèrent à Ferruccio. Comme il l'avait prédit, sa réaction initiale fut sceptique. « Une voiture de course pour la route ? Nous ne construisons pas de voiture de course », aurait-il dit. Il y voyait une distraction coûteuse et peu pratique par rapport à leur activité de voiture GT. Cependant, les ingénieurs furent persuasifs. Ils firent valoir que même si elle n'entrait jamais en pleine production, le châssis roulant serait un magnifique outil de marketing, une pièce maîtresse pour démontrer les prouesses d'ingénierie de Lamborghini au prochain salon de l'automobile de Turin. Ferruccio, toujours le promoteur avisé, y vit une logique et il leur donna le feu vert. Il restait convaincu que ce ne serait rien de plus qu'un coup de publicité astucieux. Il n'a jamais vraiment cru que cela deviendrait une voiture de production. Il les laissa faire, sous-estimant peut-être la détermination et le génie pur de sa jeune équipe. Le projet secret était désormais officiel, bien que toujours considéré comme une expérience annexe. Ce projet Skunkworks, né de la passion après les heures de travail de quelques jeunes ingénieurs, était sur le point de bouleverser non seulement les plans de Ferruccio, mais toute la direction du monde des supercars. Une révolution prenait tranquillement forme à Sant'Agata. Deuxième section, le taureau est déchaîné, la Miura stupéfie le monde. Le châssis roulant nu de la P400 a été dévoilé au salon de l'automobile de Turin en 1965. Et la réaction a été sismique. Même sans carrosserie, l'ingénierie radicale a fait sensation. Le moteur V12 transversal effectivement fusionné avec la boîte de vitesse et le différentiel. C'était une œuvre d'art. La posture basse et agressive promettait des performances inédites pour une voiture de route. Les commandes ont afflué de clients fortunés, captivés par l'audace du concept, même sans savoir à quoi ressemblerait la voiture finale. Ferruccio, sidéré par la réponse écrasante, n'a pas eu le choix. Il devait la construire. Le coup de publicité venait de devenir sa prochaine voiture de production. Il lui fallait une carrosserie pour ce châssis révolutionnaire, et elle devait être aussi époustouflante que l'ingénierie qu'elle recouvrait. Ferruccio a approché la maison de design Bertone. La tâche a été confiée à un jeune designer prodigieusement talentueux nommé Marcello Gandini, qui n'avait que 27 ans. Travaillant à un rythme incroyable, Gandini a esquissé un design sensuel, agressif et absolument original. C'était un chef-d'œuvre de courbes fluides et de hanches musclées, avec un capot à clapet qui s'ouvrait de façon spectaculaire vers l'avant et un couvercle de moteur qui s'ouvrait vers l'arrière. Les longs et délicats cils autour des phares escamotables lui donnaient un visage unique et inoubliable. La voiture a été nommée la Miura, d'après une célèbre race de taureaux de combat espagnol. La Miura P400 HEV a été dévoilée au Salon de l'Automobile de Genève en 1966. Et elle n'a pas seulement volé la vedette, elle l'a anéantie, rien d'autre n'a compté. La voiture était une vision venue d'une autre planète. Sa hauteur incroyablement basse, seulement 105 cm, sa configuration à moteur central et sa beauté voluptueuse et surnaturelle ont créé un changement de paradigme. C'était la naissance d'une nouvelle catégorie de voitures, la supercar. Ce n'était pas une grande routière, c'était une déclaration pure et assumée de performance et de style. Les journalistes et le public sont restés sans voix. La voiture sur le stand, d'un orange-rouge éclatant, est devenue une légende instantanée, la voiture la plus discutée de la planète.